Bonjour à tous. Comme vous pouvez le remarquer, je ne suis pas Gillian Grave, qui malheureusement, comme je le disais ce matin, n'a pas pu nous rejoindre. C'est un peu épidémique en ce moment. Il y a eu pas mal de désistements. En tout cas, on lui souhaite un très bon rétablissement et on le retrouvera pour d'autres aventures. Donc on poursuit aujourd'hui, cet après-midi, le troisième thème autour de la question de tech et métiers d'art. C'est peut-être notre deuxième provocation du jour. Ce matin, c'était start-up et métiers d'art. Aujourd'hui, c'est tech et métiers d'art. Provocation un peu moins aujourd'hui, mais il y a 10 ans, oui, c'était nettement une provocation. Il y a, en 2012, dans certaines circonstances, il y avait des jeunes métiers d'art qui refusaient le numérique. Bon, aujourd'hui, je crois qu'un jeune ou moins jeune ne peut plus refuser le numérique, donc on a fait une grande évolution. Mais se posent quand même des grandes questions à la fois techniques, mais aussi philosophiques, éthiques, sur la part du virtuel, du numérique, du digital, dans une pratique de savoir-faire, d'une pratique de la main, dans une pratique du temps, dans une pratique de la répétition, conflit, amplification, collaboration, dialogue. C'est toutes ces questions qui, évidemment, sont à la fois riches, mais elles sont porteuses même de sens. C'est dans ces questions-là qu'on trouve en fait notre prolongement, notre identité. Alors, cet après-midi, autour de la tech, plusieurs acteurs majeurs. Je suis content, c'est la seule table ronde complète de la journée. On a de la chance, on les a tous eus, ils sont tous là, c'est super. Et Chloé même est sortie de son lit. Voilà, donc on va commencer. Juste avant de dire, et je reprends quelques mots qu'avait préparé Gillian, pourquoi parler de la tech et les métiers d'art, c'est que je crois qu'on sera tous plus ou moins convaincus, même si on ne l'était peut-être pas il y a 10 ans, de le nécessaire dialogue interdisciplinaire. Alors, en disant ça aussi, il faut toujours se replonger dans l'histoire, notamment l'histoire de l'art. Un des fondements de la pratique, c'est le secret. Le secret de l'atelier, le secret de l'artisan. On en a parlé ce matin, c'est aussi le secret du modèle. C'est toujours présent, ça n'a pas été éliminé. Mais les nouvelles pratiques poussent à la collaboration. Et en tout cas, nous, Mobilier National, ou même évidemment Sèvres, nous sommes dans la profonde collaboration entre une pensée et un geste. Une pensée et un savoir-faire. Nous, depuis 4 siècles, et quand je dis nous, c'est Sèvres et nous, on ne sépare pas les deux. Il n'y a pas une pensée puis un geste, ça se fait en même temps. Donc en fait, c'est l'intérêt de la question de se poser qu'est-ce que c'est que l'approche pluridisciplinaire. Mais cette troisième table ronde peut être aussi envisagée sur la question de la tech comme la question de la recherche de valeur. On l'a évoqué ce matin. Alors ce qu'il y a de bien dans la sémantique française, c'est qu'on peut y mettre plein de choses. Évidemment, valeurs économiques, mais valeurs éthiques, valeurs philosophiques. Voilà, c'est pour ça qu'on a utilisé des mots ce matin et on va utiliser des mots cet après-midi, qui sont des mots certes fourre-tout, mais qui montrent l'amplification possible de tous ces sens. Donc c'est des recherches de valeurs, des leviers de croissance, là aussi. Qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Croître. Je ne sais plus qui ce matin disait un enfant croît. Il pousse, il grandit. Là aussi, se poser comment on grandit. Est-ce qu'on devient obèse ? Est-ce on reste très maigre ? Est-ce qu'on pousse très grand ? Voilà. C'est toutes ces questions-là qui sont intéressantes. Et un autre thème aussi qui peut être intéressant sur la recherche de valeur et la tech, c'est la notion d'accélérateur. Alors, pour un partisan du slow made, c'est sûr, accélérer, si, parce qu'en fait, le slow made, le temps, c'est pas la lenteur, c'est travailler avec le temps. Donc des fois, ça peut être très rapide, et puis parfois, ça peut être très lent, et c'est justement la juste temporalité qui est nécessaire à évoluer. Donc voilà une rapide présentation, un rapide thème de cette table ronde, avec donc 5 intervenants. Je vais très vite les présenter dans l'ordre de passage, et puis après on interviendra. Et encore une fois, c'est au débeauté que je remplace Gillian, donc s'il y a des petits flottements, vous nous excuserez. Donc on commencera par Annie Berratti, qui est à ma gauche, consultante tendance et couleurs spécialisée dans la mode textile. Puis nous poursuivrons avec Cyril Doranlot, qui est entrepreneur, scientifique et innovateur de matériaux. Ensuite, Laurent Gaveau. Alors, je tourne ma page. Oui, il lève le droit, comme à l'école.
qui est consultant expert de la rencontre entre art et tech, et surtout fondateur du Google Arts and Culture Lab. Ensuite, on poursuivra avec Chloé, à ma droite, qui connaît bien la maison, et on se connaît bien pour justement son travail sur le tissage et ce lien entre artisans et technologie. Et enfin, on terminera par Julien Benayoun, qui est designer et cofondateur de Bold Design. Voilà, donc je laisse la parole tout de suite à Annie Berratti pour nous exposer son travail et aussi cette thématique entre métier d'art et tech. Bonjour à tous, merci pour cette prise de parole. Déjà ce matin, on a eu une matinée très riche en échanges, et pour ceux qui étaient, j'aimerais faire aussi lien avec ce qui a été dit déjà ce matin. Je suis consultante en couleur, membre du Comité français de la couleur, d'ailleurs son directeur est là. J'ai été pendant plusieurs années à la direction des tendances du salon Première Vision de mode, textile et matériaux, développement matériaux. Et c'est vrai qu'actuellement, le problème de la mise en couleur, de la teinture est un vrai problème en mode, mais se pose beaucoup plus largement dans toutes les industries et celle de la décoration et du design intérieur également. Donc, j'ai entendu un mot que j'ai beaucoup aimé parce que je le rejoins ce matin, c'est changer notre relation à la couleur. Il me semble que c'est vraiment le point de départ, passer d'une vision chromatique industrielle. On a tous travaillé avec des nuanciers Pantone. J'ai moi-même collaboré avec Pantone sur ces nuanciers sans qui on ne peut pas développer actuellement des produits industrialisés. Il y a maintenant une manière effectivement de revoir sa posture, sa considération sur la couleur. J'ai eu la chance cet été de voir les tapisseries qui étaient accrochées à l'exposition, très belle exposition de Remix, les aliénés du mobilier à Toulon, coproduite, je crois, avec le mobilier national. Et il y avait un accrochage absolument merveilleux de ces tapisseries qu'on n'a pas tant le loisir de voir tous les jours. Et là, je me suis dit, comment on peut tisser le futur ? Je suis rentrée dans la problématique de la couleur directement sur le sujet concrètement des matériaux qui sont utilisés, des problèmes patrimoniaux de conservation et aussi de mise en couleur. Donc, 93 billions de mètres cubes d'eau contaminés par les métaux lourds, contaminés par les teintures. C'est des rapports effectifs. On peut voir du ciel, on le sait, des deltas de rivières, des lacs. On peut savoir quelle est la couleur de la saison. C'est ça. Comment réduire l'impact néfaste des mises en couleur des textiles, des cuirs aussi. Je suis spécialisée aussi dans les développements cuir, où se pose également un très gros problème de mordant. Et donc, j'ai choisi de faire un petit peu un overview, enfin une espèce de mise à plat de 8 process de mise en couleur qui pourraient être, je dirais, qui pourraient jalonner un petit peu cette recherche de pratiques durables. Donc voilà, j'ai préparé une petite présentation. Je ne sais pas si... Ah. Oh bah écoutez, ah oui, l'écran retour là-bas. Oui, bon, donc je disais ce problème de contamination, en fait, pose des questions effectivement de ce rapport à la couleur qu'on doit redéfinir. On parlait des couleurs qui s'usent avec le temps, qui passent avec le temps. On peut parler aussi à présent des couleurs, par exemple, intelligentes. On est en vue avec des process. Il y a une start-up qui permet justement de redéfinir notre rapport à la couleur. On passe à l'ère de la couleur intelligente, une start-up atypique qui est à Bordeaux. Je vais vous présenter, d'ailleurs, excusez-moi, je fais une petite parenthèse, que des process qui ont été viabilisés dans des process de production.
c'est des couleurs qui sont sorties des laboratoires pour être opérationnelles dans des utilisations et de besoins, notamment au niveau des textiles de mode, mais aussi des cuirs et de différents secteurs, pas que de la mode. Donc l'ère de la couleur intelligente, Magali, je ne sais pas comment on pourrait faire, parce que c'est vrai que... Ah oui, voilà. Donc... Voilà, donc des pigments intelligents qui interagissent avec la lumière, où je me suis dit, mais comment on pourrait imaginer tout d'un coup des tapisseries couleur du temps? Parce que moi, je pense qu'effectivement, les innovations disruptives, comme on dit, et les métiers d'art du savoir-faire, c'est aussi réenchanter la couleur, la réenchanter d'une autre manière, avec différents paradigmes. Donc ces pigments intelligents qui révèlent, quand on les plonge dans le noir, leur gamme chromatique me paraissait intéressante. On peut changer de slide. Donc effectivement, ça révèle l'invisible. Et donc si on passe à la slide suivante, on peut se demander, c'est ce qui m'a amusé en fait, on pourrait se demander ce qu'aurait pu être le travail de Nathalie Junot-Ponsard, qui a travaillé avec le mobilier national, qui a fait ce merveilleux escalier à l'Élysée et qui travaille sur une couleur additive et soustractive. Et donc, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire avec ces pigments intelligents, avec ces pigments intelligents. Un autre process qui a été avéré, c'est l'encapsulage, le nano-encapsulage des couleurs qu'on a expérimenté sur du cuir, qu'on a expérimenté aussi sur du textile, et qui permet une vivacité en fait de couleurs inédites, qui a été expérimenté à des fins médicales aussi et des fins cosmétiques. Et donc là encore, je me suis posé la question comment on pourrait raviver, restaurer des tapisseries du XVIIe siècle, en l'occurrence celle-ci, parce que vous voyez la vivacité de couleur, on en parlait ce matin avec Notre-Dame, avec ce rapport à la couleur dans le passé qui est plus du tout le même actuellement à cause de notre visée industrielle de la couleur. Une autre piste, c'est les couleurs bactériennes. On en a beaucoup parlé ce matin. Si la couleur était vivante, elle est vivante, et ça a été confirmé ce matin dans tout l'échange très intéressant qu'on a pu avoir sur la première table ronde. Et donc ces couleurs bactériennes, elles sortent du bécher, elles sortent de la paillasse de laboratoire. Et donc là, c'est le travail qui peut-être se rapproche de ce matin, c'est le travail d'un studio de création qui prend des bactéries. Ces bactéries, quand elles sont exposées à des ondes sonores acoustiques, créent des motifs aléatoires, uniques, d'une très grande beauté, qui ressemblent un peu à des tie and dye. Et donc le test a été fait par Puma. On peut même mettre en réserve des logos par système de soustractif, de pochoir. Donc c'est encore une application qui est viable pour la mode, mais qui pourrait être viable aussi pour tout autre secteur à imaginer sur des textiles de déco. Une autre expérience, c'est encore avec des bactéries. Là, cette fois-ci, ça travaille par ADN messager. Vous avez entendu ce mot, malheureusement, avec nos vaccins, mais c'est de l'ADN messager. On copie l'ADN d'une fleur, d'un animal qui a une iridescence particulière, etc. Et donc, on l'encapsule dans des bactéries qu'on dépose, on l'a évoqué un petit peu ce matin, qu'on dépose sur les textiles. On chauffe et les bactéries, une fois lavées, déposent leur couleur et disparaissent. Et donc là encore, une expérience, déjà le luxe, la mode, le design et la déco en fait s'en sont emparés. Donc là, c'est un exemple de collection de Stella McCartney. Troisième réflexion aussi, troisième balise sur ce nouveau rapport à la couleur, j'ai repris évidemment l'outre noir, l'expression de Soulages. Vous savez qu'à l'horizon 2030, on en parlait, il va se poser le problème de la sobriété choisie ou de la sobriété imposée. On l'a vu au début de l'année dans
au cœur du R3I Lab, hein, qui est un groupe d'observation, il se peut que le noir, la couleur la plus commerciale qui soit interdit. Trop de lavage, trop de fixateurs polluants, etc. Donc ça va être une vraie question commerciale aussi. Et donc dans ce qui nous préoccupe, qu'est-ce que pourrait être une tapisserie de soulage, un carton de soulage avec cette outre noire? Air Inc., qui est une start-up qui est financée, dont le développement a été dynamisé et financé par Kering, hein, et Fashion for Good, hein, qui se trouve à Amsterdam, qui est un groupe très actif de développement pour la mode, Air Inc. a mis au point une haute technologie de capture des particules de carbone émises par nos rejets polluants d'usines. Et donc ça permet de créer une encre à suspension aqueuse, donc non polluante, qui permet évidemment une teinture beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Vous pouvez aller voir, il y a un très joli film où on voit la viscosité de cette encre, comment elle imprègne les textiles. Ça se trouve sur YouTube, Air Inc., avec une collab de mode. Une autre piste, ça a été évoqué par ce matin sur les algues, l'économie bleue. On sait que nos océans sont un réservoir durable des micro-algues et des macro-algues. Je survole, j'en parlerai beaucoup moins bien que Tony, mais bon, l'économie bleue, donc effectivement, en suivant la classification de ces algues, hein, permettent en fait de créer un nuancier de couleurs absolument extraordinaire, hein. Ça a été évoqué, la fluorescence, les couleurs chlorophyllées, les carotéides, etc. Donc des couleurs, et le bleu qui a été justement évoqué ce matin, le bleu spiruline, quand je vois ce bleu qui pourrait être industriel, là devient naturel. C'est l'intensité, c'est un vrai bleu clin, un vrai bleu cobalt qui n'a rien à envier à la vivacité industrielle des pigments. Et puis ces algues, quand on les mélange avec de la poudre de coquillage en suspension avec des bioliants, peuvent passer de l'artisanat à l'industriel. Parce que effectivement, en mode, et c'est ce qu'on disait ce matin peut-être par rapport au modèle, il y a évidemment plusieurs marchés. Il y a celui des métiers d'art. À première vision, j'ai vu l'évolution pendant 20 ans de tout un vivier. Il y avait beaucoup d'Italiens, des Italiens qui avaient un savoir-faire absolument extraordinaire, hein, des brodeurs dans la chaussure, des plumassiers, de la dentelle, etc. Et comment on a pu travailler ensemble sur des développements matières où la conservation des savoir-faire, au bout de 20 ans déjà, est arrivée à nous depuis 20 ans, mais bien au-delà avant, et comment ils se sont mis à travailler en coopérative avec des nouvelles technologies, effectivement, avec cette société israélienne, par exemple, de 3D print sur du textile, on l'a vu à première vision il y a quelques années, dans la Smart Area. Donc, passer de l'artisanat à l'industrie, les champignons, j'ai appelé ça les coloris sporés, une gamme de couleurs mi-teintes, je veux bien qu'on passe à la prochaine, une gamme de couleurs mi-teintes qui est extraordinaire, qui permet, vous savez, le champignon, la moisissure, avec tout ce qui est culture verticalisée, offre un potentiel énorme et offre aussi des systèmes de fixatifs, donc très intéressants à explorer. Voilà. Donc ça, c'était une première série de mises en couleur qui sont des processus qui permettent de réduire cet impact négatif. Il y a aussi l'upcycling, hein, où on va partir de nos déchets, on en parlait, même déjà de la spiruline, hein, on peut parler des déchets de la spiruline. Là, c'est des déchets textiles. Cette société, je veux dire, italienne, Recychrome, récupère des déchets textiles, les transforme à grande échelle, hein, industriellement, pour en faire des teintures respectueuses de l'environnement. Et quand vous voyez le nuancier
qu'il permet, le potentiel de couleur, je pense que déjà, on a un très large choix, hein, je veux dire, dans cette technologie. Une autre chose, et j'en finirai avec ces 2 derniers chapitres, j'ai appelé ça l'éloge du silence. On en a parlé beaucoup, je vous parle de sobriété choisie et non de sobriété imposée, parce que c'est vrai qu'il va y avoir des normes, il va y avoir des obligations économiques, etc. Je dirais que, comme on le disait ce matin, pour redéfinir notre rapport à la couleur, c'est une question de posture, une question d'éthique. On est dans une ère, si on le veut bien, de ce qu'on appelle, nous, en langage de tendance, le quiet luxury, le luxe silencieux. On sait que le luxe d'aujourd'hui ne sera pas le luxe de demain, que les nouvelles générations aussi ont un rapport au luxe très différent, donc forcément il est de notre devoir de passation de leur transmettre aussi une culture de la couleur qui prend en compte aussi de nouveaux paradigmes. Et donc les slow matières, bon alors j'avoue, c'est en voyant le tapis de Xavier Lalanne, toujours à cette expo de remix, ça s'appelle Le Petit Troupeau, j'adore le nom, très joli. Et donc en fait, c'est pour vous parler des slow matières, si on passe à la truc, c'est que en fait, on sait que 70% des peaux lainées, hein, de nos moutons qu'on mange sont jetés et brûlés. 70%, c'est énorme. En ce moment, depuis un certain temps, la filière lainière française est réactivée. Peut-être que vous connaissez, hein, c'est très mis en avant, mais moi-même, je suis allée en Macédoine, j'ai vécu pendant 2 ans, 2 années de suite, des workshops avec des bergers tout près là, et c'était extraordinaire de voir le sens inné qu'ils ont de la couleur. Et ils n'ont pas besoin de teindre, ils se servent juste du camailleux de couleur des toisons pour faire leur nuancier, et de travailler avec eux, j'avoue, j'avais l'impression de retourner un peu à l'école. Je veux dire, et ça fait du bien. Justement, on n'est plus dans le nuancier Pantone, on est dans une transmission de savoir ancestral. Et donc maintenant, il y a des tas de façons de laver les laines. Et de même pour la soie, il y a des soies véganes. Là, je parle des soies indiennes. Vous savez qu'il y a une philosophie en Inde où on respecte le moindre animal. Et il y a aussi de la peace silk. C'est des soies naturelles qui maintenant ne tuent pas le petit ver à soie, le laissent vivre, devenir chrysalide et papillon. Et ça donne de très très jolis camailleux aussi, de soie beaucoup plus rustiques, qui sont proches d'un toucher lineux du lin, et avec lequel on peut imaginer faire de très belles réalisations. Et pour finir, parce que ça a été très évoqué ce matin pour les couleurs tinctoriales, j'aime bien cette phrase, une ancestralité qui nous projette dans le futur, une ancestralité qui relie le passé, présent, futur. C'est pas un retour au passé, hein, c'est bien une projection dans le futur, où effectivement il y a à explorer, moi, ce que j'appelle une nouvelle terra incognita de la couleur. J'aime bien ce titre, The Lost Color. C'est comme si on allait à la recherche des coloris perdus. Donc voilà, c'est un petit peu... Ici, on dit moderne depuis des lustres. D'accord. Okay. Je vais m'y mettre. Donc voilà, et je finirai évidemment sur la main, parce que c'est vrai, de technologie... la prise en main, je dirais, des technologies, hein, au niveau créatif et au niveau développement de process, quand même, ça passe que par l'échange humain. Je veux dire, je veux bien, on va sans doute en parler, hein, évidemment. C'est pas une opposition, mais quand même, l'œil, la tactilité rétinienne de la couleur, on en parlait ce matin pour les plantes tinctoriales, reste, à mon avis, quelque chose de très, très important. Voilà, merci. Merci beaucoup. Micro. Merci Anne, merci de ce parcours pas du tout slow, mais super. Oui, j'avoue, j'avais l'impression de passer l'oral de Sciences Po, là. Non, mais qui donne un panorama de tout ce qui se fait, et surtout qui fait écho à ce qu'on a évoqué ce matin sur la question de la couleur, et on pourrait
encore passer beaucoup de temps. On reviendra peut-être sur certains aspects, notamment sur la question de la matière et la laine. Nous, au Multinational, on se la pose puisque ces tapis et tapisseries sont faits en laine et on travaille avec aussi bien le collectif Tricolore ou l'ENAMAC sur la question de la ressource laine. Et on parlait de la question de la transformation et de l'évolution. Je pense qu'on reviendra. Comment on accompagne une évolution? Qu'est-ce que ça veut dire se changer? Et Stéphano parlait tout à l'heure, nous sommes d'une génération, mais en fait on a toujours connu ce mot, il faut se transformer, il faut évoluer, il faut bouger. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu une période fixe. Donc ça, vous l'avez très très bien montré. Alors on va peut-être aborder la deuxième question de Laure qui se transforme aussi, avec Cyril Deranlo, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, qui dirige Domé. Et justement, dans l'or, qu'est-ce qui se passe? Bonjour à tous. Oui, bonjour à tous, Cyril Deranlo. Donc aujourd'hui, je suis effectivement le fondateur de Domé, qui est une entreprise qui n'entend rien. Qui, si j'ai bien compris ce matin, est une start-up de métier d'art aujourd'hui. Et dans quelques années peut-être, la deuxième manufacture qui aura réussi. Mais enfin ça on verra. On n'y est pas encore parce que quand même Saint-Gobain a mis 300 ans. Alors, effectivement, Domé travaille autour de l'or. Et qu'est-ce qui fait ce lien entre l'or, qui est quand même un métal que l'homme travaille depuis des milliers d'années, et qu'est-ce qui fait qu'on parle de tech et de métier d'art? Il y a quelques années, donc avant de fonder Domé, en 2016, je travaillais dans un univers qui était très différent. J'ai travaillé au CNRS, j'étais ingénieur de recherche dans un laboratoire qui était commun entre le CNRS et Thales, une entreprise de défense et de sécurité civile. Et dans ce labo, on travaillait à mettre au point les composants électroniques de demain, pas ceux d'après-demain, ceux de demain. Et pour ça, on a besoin de nouveaux matériaux. Donc, un de mes travaux, c'était justement d'essayer de mettre au point des matériaux ou des machines qui permettraient de fabriquer des nouveaux matériaux dans une finalité de microélectronique pour avoir des composants qui sont toujours plus performants et qui consomment moins d'énergie. Aujourd'hui, d'un point de vue marketing, on dirait qu'on fait de l'électronique verte. Et il se trouve que dans ce cadre-là, alors c'était un cadre un peu particulier, je travaillais avec un prix Nobel de physique, Albert Fert, qui l'a eu en 2007. Donc il y avait pas mal de monde, de moyens, et du coup, dans ce cadre-là, on a réussi pour la première fois à mélanger deux métaux qui n'avaient jamais été mélangés, de l'or et du tungstène. Ça, c'était pour des besoins en microélectronique. Alors, ok, derrière ça, bon, c'est pas obligatoirement un événement majeur dans le monde de la microélectronique. C'était intéressant pour ce qu'on faisait, ça s'est révélé un peu moins que ce qu'on espérait, mais il se trouve que je venais de mélanger ces deux métaux et que je venais de trouver un moyen de les mélanger avec n'importe quelle proportion. Et j'étais capable de les mélanger en positionnant les atomes de l'un et de l'autre comme on veut. Or, vous savez, dans un matériau, la position des atomes, c'est super important. Ça détermine tout. Vous prenez un morceau de charbon, vous prenez un morceau de diamant. Les deux sont composés uniquement d'atomes de carbone. Et la seule différence entre les deux matériaux, c'est que les atomes sont positionnés différemment. Ben là, je me retrouvais donc avec une nouvelle famille de matériaux dans lesquels j'étais capable de mettre la proportion des deux éléments comme on veut, et j'étais capable de changer la position, donc d'avoir plein de matériaux différents. J'ai passé plusieurs années à comprendre ce qu'on pouvait aller faire avec ça, parce qu'il y a plein d'applications industrielles intéressantes, notamment pour Saint-Gobain, si un jour ils ont envie qu'on le leur vende, mais je crois qu'elle est partie. Il se trouve, le hasard a voulu que si vous prenez 3 quarts d'or et 1 quart de tungstène, vous obtenez l'or 18 carats, le plus blanc au monde. 18 carats, c'est-à-dire 75% d'or et 25% d'autres métaux. Et il se trouve que blanchir l'or, c'est compliqué. Il n'y avait que 2 façons de faire depuis 1000 ans. On venait d'en trouver une 3e. Donc, je suis scientifique, je connais à peu près rien à ce que c'est que diriger une entreprise, même la piloter, la lancer. Bref, moi, je suis dans un labo. Je me dis, on fait un brevet, très bien. Puis à Paris, il y aura des gens au CNRS pour aller vendre le brevet. À Kenoni, ça ne marche pas comme ça. Il faut que le scientifique se prenne en main s'il veut que ça puisse aller un peu plus loin. Donc, je me prends en main, je vais faire une formation entrepreneuriale à HEC, bref, et puis je finis par monter Domé. Au départ, dans une finalité, c'est que j'ai l'or le plus blanc au monde dans les mains pour aller faire ce qu'on appelle des bijoux plaqués or blanc. Donc mettre une fine couche de métal sur un métal qui ne coûte pas très cher. Vous avez sans doute tous acheté
des bijoux plaqués or jaune ou rose, mais il se trouve que dans le monde, il n'y a pas de plaqué or blanc. J'y reviendrai. Et au départ, je fonde Domé pour me dire, je suis métallurgiste de formation, je vais partir de ce plaqué or blanc, et puis je vais essayer d'aller résoudre un problème ancestral dans le monde de la bijouterie, c'est d'aller faire un or blanc massif qui résoudrait un gros problème dans ce monde-là. Quand on parle de résoudre un gros problème, c'est ce dont parlait notre collègue ce matin, ça veut dire KPI, ça veut dire marché, ça veut dire business, bref, ça veut dire à la sortie, on peut réussir à gagner sa vie avec ça. Je fais ça pendant 1 an. Et on est très vite détecté par les acteurs du luxe, en l'occurrence LVMH et Hermès, qui viennent me voir. À ce moment-là, je suis à Station F, start-up, et qui me disent Domé, ce que vous faites sur l'or blanc, c'est top. Si vous y arrivez, vous nous enlevez une grosse épine du pied. Mais nous, on a d'autres problèmes avec l'or, et peut-être qu'avec ce que vous avez compris de la métallurgie de l'or, vous pourriez les résoudre. Les problèmes qu'ils avaient, c'est de la dorure. La dorure, en fait, ça n'a rien de nouveau. Je suis en train de vous parler d'un truc qui a des milliers d'années, et on est en train de parler de tech et du futur. Ça n'a rien de nouveau, la dorure. C'est très, très ancien. Mais ça a un problème, c'est que c'est fragile. Vous savez, quand on met une très fine couche d'or quelque part, elle disparaît assez vite parce que ça s'abîme très vite. Et bien finalement, je me retrouve avec cette problématique des maisons de luxe, un programme de R&D qui nécessitait d'aller lever des fonds pour être capable de le mener. Et donc finalement, je fais ce qu'on appelle un pivot dans l'entrepreneuriat. Je choisis de mettre en sommeil la partie R&D pour aller essayer de répondre à la problématique des maisons avec ce que j'avais déjà dans les mains, sans avoir besoin de faire de R&D. Et en discutant avec elle, en prenant le problème par un autre angle que celui qu'elle prenait, parce que je n'ai pas la même culture qu'elle, ça ne veut pas dire mieux, moins bien ou quoi que ce soit, c'est juste que je ne connais pas ce qu'elles connaissent, et inversement. Donc on a, en faisant les deux, on a été développer un savoir-faire chez Domé, qui est aujourd'hui un savoir-faire de métier d'art, peut-être un jour EPV, on va croiser les doigts, grâce auquel aujourd'hui on est capable de faire de la dorure sur à peu près n'importe quelle matière. Donc on est capable de mettre de l'or sur des matières sur lesquelles c'était impossible, et ça avec une très grande résistance dans le temps. Et donc ça devient utilisable sur des produits de luxe. Donc vous avez des exemples d'images, et puis je vous en montrerai en vrai, j'en ai aussi pas mal là dans des plateaux, des vraies matières dorées. Donc Domé s'est développé comme ça, avec ce savoir-faire de métier d'art pour les maisons de luxe, pour lesquelles on fait de l'ennoblissement. Le gros avantage de travailler avec les maisons de luxe au départ, c'est qu'on est capable de faire de la pièce unique, de la petite série, et au fur et à mesure de grandir. Et ça permet, c'est quelque chose qui est déterminant quand vous créez une entreprise, c'est que ça permet de passer du labo à la production. Produire, ça veut dire tenir un cahier des charges, et Dieu sait si c'est important, hein, devenir un fournisseur qualifié, partenaire qualifié par les maisons de luxe, c'est quelque chose de long. Et vous êtes capable de le faire en pièce unique, et au fur et à mesure vous grandissez, vous n'êtes pas obligé de créer un gros outil industriel de production tout de suite, ce que j'aurais été obligé de faire si j'étais allé sur d'autres verticales industrielles intéressantes. Donc du coup, cette technologie de départ, ces matériaux de départ, ils ont sourcé cette activité de métier d'art qui a permis à la société de se développer en autofinancement. Jusqu'à l'année dernière, on était devenu trop petit pour répondre à la demande des maisons. Donc il y a eu une première levée de fonds pour être capable de faire croître à la fois l'équipe et l'outil de production, pour adresser là, aujourd'hui, depuis maintenant début septembre, on développe une nouvelle activité, c'est qu'on produit les premiers bijoux en plaqué or blanc au monde. En B2B. Donc, enfin, on vend à des entreprises qui vendent des bijoux. On ne vend pas directement les bijoux aux consommateurs. Et donc ça, c'est une nouvelle activité qu'on développe chez Domé grâce à cet or le plus blanc au monde. Et puis, au fur et à mesure du temps, il y a ce pont entre la tech au départ, les matériaux pour la microélectronique, le métier d'art aujourd'hui. Et ce métier d'art va nous permettre de nous développer suffisamment pour aller industrialiser nos matériaux vers d'autres verticales industrielles vers lesquelles on sera demain. Parce que la finalité de tout ça, c'est que comme on est capable de mélanger l'or avec son seul jumeau dans la nature, il se trouve que le tungstène, c'est le seul métal dans la nature qui pèse le même poids pour le même volume que l'or. C'est très utilisé par les faussaires depuis des centaines d'années pour faire des faux lingots. Nous, on l'utilise non pas pour aller faire des faux lingots, mais pour aller permettre de préserver énormément de ressources, parce qu'on est capable d'aller mettre du tungstène là où actuellement les gens mettent de l'or pur, où on peut aller mettre de l'or tungstène à la place de l'or pur. Et donc on est capable d'aller substituer un métal très abondant dans la terre et qui coûte 5 € du kilo par rapport à de l'or qui en coûte 80 000 et pour lequel on a atteint le pic de production, c'est-à-dire qu'aujourd'hui
on en produit moins que ce que l'homme en consomme dans l'année. Et du coup, il y a un gros enjeu de préservation de ressources. Si on était capable de déployer nos matériaux demain sur l'ensemble des verticales industrielles sur lesquelles on pourrait aller, c'est environ une centaine de tonnes d'or par an qu'on pourrait économiser. C'est très important, ça représente environ 3% de l'or qu'on extrait tous les ans. Et en termes de ressources, d'impact environnemental et ainsi de suite, c'est majeur. Donc finalement, Domé, sur cette problématique autour de métiers d'art, tech et ainsi de suite, retenez que c'est des matériaux innovants qui, à la base, viennent vraiment une finalité purement tech, microélectronique, qui passent par des métiers d'art pour ensuite aller irriguer d'autres problématiques industrielles qui seront, elles, avec des volumes beaucoup plus grands et sur lesquelles on n'a pas obligatoirement vocation à produire, pour lesquels on peut aller vendre notre procédé. C'est dommage que la dame de Saint-Gobain ne soit pas là, parce que je lui aurais fait gagner des dizaines de millions de dollars, faut lui dire, et pour lequel on peut aller transférer notre technologie, non pas parce qu'on n'a pas innové sur les machines qui permettent de fabriquer ces matériaux, mais sur les procédés qui sont implémentables dans des machines existantes. Et n'oubliez pas, ça sera la dernière des choses, c'est qu'on a beaucoup parlé de propriété industrielle de ce matin. Tout ce dont je viens de vous parler, ça vous appartient parce que ça appartient à l'État français au travers d'un brevet CNRS que Domé valorise. Voilà, ce pont entre les deux. Merci beaucoup. Pour ceux qui sont au fond de la salle, il y a quelques places devant, hein. Vous pouvez venir vous asseoir devant. Merci beaucoup de nous avoir fait briller, et en tout cas de nous avoir fait en partie rêver. Alors on passe à l'intervention suivante, à Laurent Gaveau. Quels sont par rapport à le parcours qui est le tien, justement, comment repenser cette intelligence, certes de la main, mais aussi cette intelligence dans le sens de renseignement et d'adéquation entre une pensée et une science qui est fondée sur des protocoles extrêmement complexes. Merci, bonjour à tous. Comme Marc le disait, moi j'ai eu la chance de travailler pendant 10 ans en dirigeant un laboratoire d'innovation autour d'une technologie, mais technologie informatique. Je ne viens pas du tout du monde de la matière, mais celui de la science informatique. Et à partir de 2015 à peu près, j'ai eu le plaisir de travailler autour de l'intelligence artificielle, une technologie qui à l'époque était encore, on va dire, relativement émergente par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, et à l'intersection de cette technologie et de ces protocoles si particuliers avec l'art et la culture. Donc j'ai beaucoup travaillé avec des bibliothèques, avec des artistes, avec des musées. Et puis depuis quelques mois, je réfléchis à la question de l'intelligence artificielle dans le contexte des métiers d'art et des savoir-faire. Vous verrez que j'ai mis un gros point d'interrogation parce que vraiment j'en suis au stade des hypothèses. C'est une technologie qui émerge et il y a beaucoup de questions qu'elle pose, mais je crois qu'elle nous les pose à tous. Et dans le contexte des métiers d'art, elle a à mon avis quelque chose à dire et quelque chose à jouer, et on va le voir. Alors, première chose à faire peut-être, c'est de définir de quoi on parle. C'est une technologie qui depuis 2 ans crée une émotion mondiale et qui pose énormément de questions à la société, souvent à juste titre. Néanmoins, il faut quand même préciser qu'il s'agit d'une technologie qui est ancienne et qu'on arrive à définir. La définition alors il y a beaucoup de définitions, mais les choses à retenir sur ce que c'est que l'intelligence artificielle, c'est que c'est des machines ou des systèmes informatiques qui arrivent à imiter un certain nombre de connaissances, ou un certain nombre de pratiques, un certain nombre de possibilités intellectuelles qu'on a l'habitude d'associer au genre humain. Donc, le premier point, c'est une imitation. Deuxième point, ce sont des systèmes qui apprennent de façon relativement autonome à partir d'un certain nombre de données qui leur sont fournies. Et troisième point, ce sont des systèmes qui répondent à une demande, qui ne sont pas autonomes et qui ne prennent pas des décisions seuls, mais qui répondent à une demande humaine, la plupart du temps. Donc comment ça fonctionne exactement? Donc, comme je vous le disais, elle apprend grâce à des algorithmes. Plus on lui donne de données, plus elle devient précise, plus elle devient pertinente, plus elle devient utile si on a un besoin particulier auquel l'intelligence artificielle peut apporter une réponse. Et puis surtout, très important à tous savoir, c'est qu'elle fait des erreurs.
Elle apprend de ses erreurs, mais elle refait de nouvelles erreurs. Donc l'intelligence artificielle, par nature, est une technologie qui est peu fiable, en tout cas qui demande constamment une vérification humaine. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'elle est plus intelligente que l'être humain? Est-ce qu'elle va accéder à un stade qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, qui pourrait signifier en gros des robots surpuissants qui prennent le pouvoir et qui nous réduisent en esclavage? Alors, on ne sait jamais, mais a priori, non, en tout cas pas telle qu'elle se développe aujourd'hui et pas en dehors de l'esprit de certains auteurs de science-fiction. Elle est plus intelligente que nous, de la même façon qu'une calculatrice est plus intelligente pour faire un calcul. Donc elle va être capable de faire des choses que l'être humain, le cerveau humain n'arrive pas à faire. Par exemple, résumer un livre en quelques secondes, par exemple, trouver des associations ou des motifs dans une gigantesque base de données que l'être humain ne perçoit pas, et ça peut être extraordinairement intéressant. Par exemple, jouer aux échecs. Et elle est évidemment l'inverse d'une intelligence au sens où on l'entend nous. Elle n'a pas de conscience de ce qu'elle fait. Il ne s'agit que de probabilité et il ne s'agit que d'une façon pour la machine de fournir une réponse. C'est très important à penser parce qu'une intelligence artificielle ne dit jamais ce qui est vrai, à la différence d'un moteur de recherche par exemple. Elle ne dit jamais ce qui est vrai, elle dit toujours ce qui est plausible, ce qui fait le plus de sens. C'est-à-dire que quand on n'est pas expert d'un sujet, interroger une intelligence artificielle, c'est prendre un risque de voir. La machine répondra toujours quelque chose et ça aura toujours l'air intelligent, mais ce sera toujours en fait plausible plus que vrai. Encore une fois, toujours vérifier. Je voulais juste revenir rapidement sur l'histoire parce qu'on parle souvent de l'intelligence artificielle comme quelque chose qui serait arrivé en novembre 2022 quand ChatGPT a été lancé, donc il y a pile 2 ans. En fait, l'idée pour l'homme de construire une intelligence suprahumaine, elle est très très ancienne, elle naît même au tout début de l'humanité. Là j'ai mis une des premières légendes qui y fait référence, c'est celle d'Héphaïstos, ou Vulcain, qui est un peu le saint patron des métiers d'art, qui avait construit saint patron mythologique, qui avait construit des esclaves en or. Tout est possible. Belle transition. Et qui était une des premières occurrences qu'on trouve d'une volonté de créer des hommes qui ne soient pas des hommes ou des intelligences non humaines. Il y a une légende célèbre sur la slide suivante qui est celle du golem à Prague au XVIe siècle où un rabbin va sculpter à partir de la glaise un surhomme doté d'une intelligence un peu primitive dans l'objectif de détruire, de protéger la communauté des Juifs de Prague. Et évidemment, comme dans toutes les légendes un peu prophétiques sur l'évolution de la technologie, le golem va s'autonomiser, devenir dangereux et devra être shut down, comme on dit pour un logiciel. En dehors de l'histoire et de la mythologie, il y a des exemples, en dehors de la mythologie et des légendes, plutôt il y a des exemples dans l'histoire. Là c'est un exemple célèbre qui s'appelle le Turc mécanique, qui a existé, qui était un automate créé à la fin du XVIIIe siècle, qui jouait brillamment aux échecs et qui pendant plusieurs décennies a tourné en Europe et aux États-Unis en battant des gens comme Napoléon, Franklin Roosevelt, Edgar Allan Poe, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive, à la mort de son promoteur, qu'en fait il y avait une personne cachée dans le système qui était un bon joueur d'échecs et qui a donc battu tous ces gens, et non pas l'automate. Mais ça dit quelque chose quand même je pense, déjà du caractère faux d'un certain nombre de miracles technologiques, et deuxièmement, ça dit quelque chose de l'envie de l'être humain d'être floué, d'être séduit, d'être impressionné, ou du caractère magique que peut avoir la machine quand elle commence à s'autonomiser ou à donner l'impression qu'elle arrive à faire des choses que l'être humain n'arrive pas à faire. Néanmoins, l'intelligence artificielle commence vraiment à s'appeler comme ça dans les années 50. Là, c'est Alan Turing, grand chercheur anglais, qui est le premier à avoir posé la question les machines peuvent-elles penser? C'est la slide suivante. Ce qui est intéressant, c'est que donc on est en 1950, donc on est quand même il y a déjà un grand moment. Le terme intelligence artificielle naît en 1956 à une conférence de scientifiques. Ce qui est intéressant, c'est que dès les prémices de cette période un peu héroïque, il faut imaginer que les ordinateurs font la taille d'un immeuble pour faire des calculs simples à l'époque, mais dès ce moment-là, les grands chercheurs et les meilleurs scientifiques se posent la question de comment la machine pourrait contribuer de façon utile et créative à la société, avec une envie d'imaginer des systèmes qui peuvent contribuer à la société et pas simplement remplir des missions de calcul. Alors,
l'histoire de l'intelligence artificielle, je ne vais pas vous la refaire, mais disons, pendant 70 ans, ça ne fait que se développer avec des péripéties scientifiques, avec des débuts d'application, avec la naissance de l'Internet qui va avoir un rôle crucial, parce que l'Internet va permettre d'acquérir cette donnée, qui est centrale, comme je vous l'ai dit, à l'entraînement des algorithmes de l'intelligence artificielle. Et puis depuis 2 ans, avec l'intelligence artificielle générative, une nouvelle phase s'ouvre, qui est celle de la possibilité pour une machine de générer du texte, de la vidéo, de l'audio, de l'image, d'une façon très troublante. Et je voulais vous montrer, pour illustrer cette accélération foudroyante, mais moins foudroyante que la rapidité des slides, je voulais vous montrer, il y a un artiste polonais qui a eu la très très bonne idée sur un an entre février 2022 et février 2023 de demander à Midjourney, qui est un des outils d'intelligence artificielle générative, d'utiliser le même prompt, la même demande, et de comparer. Et il a bien fait de le faire parce qu'en fait, s'il n'avait pas enregistré les résultats, on a du mal à mesurer l'accélération de la technologie. Donc en février 2022, il a demandé à Midjourney: je veux une image de Stanley Kubrick sur la Lune le jour de l'alunissage, comme si j'étais en coulisses. Voilà les premiers résultats que Midjourney lui a donnés en février 2022. Et slide suivante, les résultats 1 an plus tard, pour le même prompt, avec la même solution. Et donc dans un cas, on a quelque chose d'intriguant, mais on va dire de pas satisfaisant, et dans l'autre cas, on a quelque chose de complètement bluffant. Ça donne une idée quand même sur les 2 dernières années de l'accélération assez vertigineuse d'une technologie qui a l'air d'être partout dans nos vies. Technologie qui pose plein de questions, et je ne vais pas avoir le temps de toutes les évoquer, mais je pense que c'est important qu'on les évoque. Questions négatives. La première, c'est évidemment la place qu'on veut faire aux machines dans nos vies. Et plus elles deviennent intelligentes, artificiellement, plus cette place peut être grande. La possibilité de créer des fake news, la possibilité de créer des contenus faux qui est offerte aujourd'hui à n'importe qui. La question des droits et la question du copyright. Je vous ai dit que c'était entraîné sur des données. Pour le moment, personne ne sait exactement lesquelles, ni s'il y a une rémunération prévue pour les gens qui ont permis à ces systèmes d'exister. La question ultra importante de leur coût écologique, qui est gigantesque et qui est même probablement insoutenable, donc il va falloir trouver des solutions. La question des capacités humaines qui sont aujourd'hui avantageusement remplacées par la machine. Il y a beaucoup de métiers qui se posent à juste titre la question de savoir est-ce que ce que j'ai appris comme compétence, elle a encore de la valeur si une machine peut brillamment plaider mon cas auprès d'une cour de justice, si une machine peut faire un diagnostic meilleur que celui d'un médecin, et tout ça c'est plutôt le cas aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de gens quand même qui se posent la question de leur emploi et du coût social que peut avoir le développement de l'intelligence artificielle. Alors la bonne nouvelle pour cette audience, c'est que évidemment la machine ne peut pas venir remplacer le métier, les savoir-faire qui nous rassemblent aujourd'hui. Et donc je pense que c'est une occasion de réfléchir en fait à cette technologie d'une façon qui est plus apaisée que d'autres, en se disant qu'est-ce qu'elle peut m'apporter de bon et comment est-ce que je peux par contre décider de la contraindre ou de éthiquement prendre les décisions justes par rapport à ma pratique. Alors, je crois que je parle beaucoup trop déjà, donc je vais aller assez vite sur la suite, mais je voulais juste tracer quelques-unes des hypothèses sur lesquelles on travaille en ce moment autour de l'intelligence artificielle et de métiers d'art, en faisant un détour, parce que c'est toujours intéressant de voir comment le reste de l'écosystème ou certains écosystèmes économiques s'emparent de cette technologie. Ça, c'est une étude du comité Colbert qui a été publiée il y a quelques semaines auprès des maisons de luxe et qui parmi les nombreux résultats très intéressants de cette étude, 80% des grandes maisons de luxe ont intégré l'intelligence artificielle parmi les 10 priorités stratégiques de leur maison et seulement 20% des plus petites. Et si on regarde à la slide suivante, c'est un petit questionnaire qu'on avait envoyé avec le Mobilier National et la Banque Populaire aux lauréats de la Banque Populaire sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. On était dans une proportion qui consiste à part pour 6%, je crois, 6% qui étaient contre, une grande majorité qui était plutôt qui s'y intéressait pas particulièrement, et une proportion significative qui l'utilisait. Mais dans tous les cas, pas un engouement significatif. Et je trouve ça
probablement dommage pour une raison principale, c'est que je crois profondément que l'intelligence artificielle est un outil utile pour les petites structures. Ma conviction, c'est que les grands groupes s'en servent, c'est pas une surprise, ils ont les moyens d'investir dans des solutions maison, etc. Mais ma conviction, c'est que c'est effectivement les petites structures qui peuvent en tirer profit. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle vient compléter un arsenal de savoir-faire qu'elles n'ont souvent pas les moyens de s'offrir. C'est le cas des associations, c'est le cas des petits partis politiques, c'est le cas des petites entreprises ou des toutes petites entreprises ou des entreprises individuelles, où finalement un certain nombre de possibilités de développement et de croissance leur sont fermées parce que le coût était trop élevé. Donc c'est pas forcément que, par exemple, une campagne marketing définie de façon individuelle avec un outil d'intelligence artificielle va être meilleure que celle qui serait proposée par une agence, mais c'est simplement que l'une va être beaucoup moins chère que l'autre, voire simplement abordable. J'arrive pas à lire ce que j'ai mis sur la slide. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Slide suivante. Oui, on va très rapidement passer, je vais juste revenir sur quelques grands thèmes où je vois une possibilité pour l'intelligence artificielle d'être un outil utile au métier d'art. Et le premier, c'est l'inspiration et la création. Donc, on peut dérouler peut-être les quelques slides qui suivent, mais c'est la possibilité de prompter une intelligence artificielle, un peu comme un poète qui aurait l'angoisse de la page blanche, une espèce d'idée un peu mal formulée, qu'on essaye de formuler toujours aussi mal, mais à une machine qui, partir de là, va proposer des hypothèses, réfléchir à des façons d'avancer sur une idée générique, proposée sous forme de texte ou sous forme de notes vocales. Il y a beaucoup d'entre vous qui l'utilisent déjà, souvent pour, alors je dirais pas prototyper, qui est un champ d'activité complètement à part où l'intelligence artificielle n'est pas encore complètement au point, mais on s'en approche. En tout cas, voilà, pour avoir un rendu visuel d'une idée, quelle qu'elle soit. Et on approche de la création d'objets 3D qui pourront ensuite être imprimés, etc. Enfin, tout ça se développe très vite. Il y a une start-up par jour sur ce genre de sujet. L'autre grand champ d'activité possible sur la slide suivante, et encore la suivante, oui, c'est la capacité de l'intelligence artificielle de proposer des études, chose aussi qui généralement est très coûteuse. Mais c'est vrai que si on cherche des informations sur un marché, si on cherche des informations sur une pratique, si on cherche des informations sur des matériaux, ça peut être utile de prompter l'intelligence artificielle pour avoir des premiers résultats ou en tout cas des tendances. Je crois que sur la slide suivante, j'ai mis un exemple d'un prompt où je demande juste les grandes tendances du dernier salon maison et objets. Encore une fois, ce n'est pas une étude très poussée, mais par contre, ça me donne des indications et ça peut nourrir ma réflexion. Et puis à partir d'un prompt, on peut en imaginer 5 ou 6 qui viendront affiner une recherche, une étude qui peut nourrir mon ambition commerciale et mes prospects. Marketing et communication, c'est peut-être là en fait que je vois le plus d'intérêt. La génération d'images, la génération de vidéos, la génération de textes, la traduction automatique dans autant de langues qu'on le veut, la possibilité de demander à une intelligence artificielle de fournir un plan média pour un marché donné, pour un produit donné, pour une cible donnée, pour une audience donnée, tout ça, en fait, faut pas se mentir, ça remplace le travail de beaucoup d'agences marketing, mais ça permet aussi de faire ce travail-là quand on a peu de moyens. Et là, j'ai juste mis un exemple fictif où un fabricant de vaisselle en argent demande un plan média pour percer sur le marché japonais avec 15 ou 16 posts Instagram en japonais avec les images qui vont bien, etc. Et ça avait été vérifié la dernière fois par un japonais qui trouvait que c'était pas mal. Un autre sujet aussi où je vois beaucoup d'intérêt, en plus du marketing et de la communication, c'est tout ce qui est l'aide aux tâches périphériques, à la production, aux gestes, à la créativité. Tout ce qui peut consister à aider à remplir un dossier de subvention ou aider à remplir un dossier administratif, tout ce qui peut consister à relire un mail, à engager une conversation avec... je crois que la dernière fois que j'ai fait cette présentation, il y avait quelqu'un qui avait raconté que dans un conflit par mail avec un prestataire un fournisseur, je ne sais plus, enfin quelqu'un qui ne la payait pas, qui était en train de s'envenimer, et cette personne étant une brillante tisseuse, mais pas forcément une grande juriste, elle commençait à répondre d'une façon qui était peut-être en train de la mettre en danger d'un point de vue
légale. Bon, elle a essayé de faire relire ces réponses qui étaient un peu sanguines par une intelligence artificielle qu'ils a tourné en texte plus NB dans le cadre d'un échange juridique. C'était une brillante utilisation. Ça évite d'avoir affaire à un conseil juridique où il n'y avait pas d'urgence, et en même temps c'était une brillante utilisation d'intelligence artificielle pour compléter un arsenal de compétences dans une entreprise. Et c'est la même chose si on a envie de faire relire une newsletter, si on a envie de faire relire un post, proposer différents types de rédaction, etc. Ce que l'intelligence artificielle, pour le coup, fait extrêmement bien. Et le dernier point que je voulais évoquer avec vous, qui est peut-être le plus passionnant, mais qui est vraiment encore au stade de l'hypothèse, qui vient du fait que les dernières études montrent qu'à peu près 70% de la Gen Z, donc les jeunes d'aujourd'hui, utilisent l'intelligence artificielle quotidiennement, que 80% des étudiants en lycée utilisent l'intelligence artificielle quotidiennement. C'est qu'on arrive dans un univers où une nouvelle génération arrive, et cette collaboration avec les machines dont on peut penser ce qu'on veut, ils l'auront dans leur poche et elle fera partie de leur quotidien. Et donc dans la question qui se pose souvent autour des métiers d'art, autour de la préservation et de la transmission de la connaissance, se pose la question de comment est-ce que cette jeune génération, ces nouveaux talents, vont, eux, travailler avec la machine, et comment est-ce qu'on peut préparer le terrain en réfléchissant à comment l'intelligence artificielle peut être un outil, et je le crois, un outil absolument transformateur en termes de préservation et de transmission de la connaissance. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. Juste une petite précision sur l'étude Bain Comité Colbert. Justement, ce qui était intéressant, c'est que 80% des entreprises de luxe utilisaient l'intelligence artificielle, mais essentiellement en fait dans les services support, ce que tu as bien montré, et qu'en fait ils avaient bien conscience que mettre de l'intelligence artificielle dans la création, dans l'acte créateur, ne l'apportait pas grand-chose, et surtout détruisait leur ADN de récit. C'est ça qui est intéressant. Et c'est là où, c'est pas simplement parce qu'ils n'ont pas pensé, c'est qu'ils se rendent bien compte qu'ils ne vont pas vendre des produits assez chers en disant c'est fait par une intelligence immatérielle et qui n'a pas de valeur ajoutée. Et c'est là où le grand intérêt de l'IA et des métiers d'art, c'est qu'il ne faut pas le positionner sur l'acte du faire, mais du support du faire, et c'est-à-dire tout ce qui est logique de support. Et là, tu as cité tous les exemples, et il y avait d'ailleurs dans la présentation de cette étude un certain nombre de démonstrations, notamment dans la communication, dans la comptabilité. C'est un gain de productivité et un gain énorme. Et là, pour les petites entités, les métiers d'art, alors là, allez-y, parce que vous pouvez gagner en assistanat quasiment gratuit, et en gain de productivité, vraiment, c'est colossal. Voilà. Alors, je vais me tourner à ma droite. Je ne vais pas te parler de l'intelligence artificielle, mais de ce rapport, puisque c'est notre artisane designeuse qui est parmi nous, et qui travaille sur l'art de la tapisserie notamment. Alors justement, quelle est ton expérience de ce lien entre un savoir-faire et l'apport technologique, pas tellement l'IA, quoique tu vas nous le dire, mais en tout cas le savoir-faire technologique. Super, ça marche bien. Oui, moi, je vais faire au max, mais là je suis à 60% de mes capacités. Donc moi, je suis un peu tombée dans le bain technologique par hasard. Je suis le genre de personne, en 2009, quand l'iPod y sort, je me dis mais c'est bête d'avoir sa musique sur son téléphone. Mais donc, j'ai passé quelques années en fait à faire des études autour du design textile. J'ai fait mes études à la Parsons en design intégré, qui vraiment se focalise sur le fait de placer le designer comme une sorte de gérant d'écosystème. En fait, comment non seulement réinventer la matière, mais aussi réinventer la façon dont elle est faite, qui est impliquée, enfin, en fait, d'intervenir à tous les moments de la création d'un objet. Et en faisant cette étude, je me suis penchée pas mal sur l'histoire textile et quelles sont les croyances et les façons de faire le textile, de le véhiculer, de le porter, de le partager. Et il se trouve qu'il y avait pas mal de pratiques assez spirituelles liées au textile. Souvent, en fait, on va placer même les chamans dans des capacités textiles. Même par exemple, dans certaines communautés d'Afrique du Nord, on ne peut pas vendre le fil qui est fait dans une maison parce qu'on pense qu'en fait, en le vendant, il va emporter l'âme de la maison avec lui. Donc il y a toujours eu en fait cette dimension un peu surnaturelle dans les arts textiles qui m'ont beaucoup intéressée.
Et donc, à un moment, en 2017-18, je me suis penchée sur la question de, OK, si cette matière, elle est vivante, en tant qu'artisan, moi, j'ai accès à cette caractéristique un peu magique de la matière. Comment est-ce que le spectateur, lui aussi, peut avoir accès à cette dimension vivante de la matière? Donc la question s'est posée sur en fait, comment réaliser une matière qui était interactive et qui pouvait en fait réagir aux gestes de la personne qui la voyait et qui interagissait avec elle. Je suis arrivée. Et c'est dans ce cadre en fait, que j'ai contacté donc, la fondation Google Agriculture. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Laurent Gaveau, pour en fait insérer des technologies conductives, donc à savoir un fil conducteur, dans la tapisserie, pour que lorsque le spectateur en fait touchait la matière pouvait donc répondre et chanter ou raconter sa propre histoire. Donc apporter cette dimension un peu habitée de la matière voilà, directement dans l'expérience visuelle. Et donc ça, par exemple, c'est une exposition qu'on a réalisée avec donc l'ingénieur que j'ai rencontré dans le contexte de la résidence Google Agriculture en avril, où en fait on a réalisé une série de tapisseries où il y avait donc ces fils conducteurs, mais également des matériaux à base de plantes, puisqu'en fait sur les deux techniques développées, il y avait à la fois des techniques avec de la tapisserie conductive, donc avec des matériaux conducteurs qui permettent d'avoir cette interaction, mais aussi des matériaux en fait à base de plantes, puisque s'il y a une autre matière qui peut aussi raconter des histoires, c'est aussi des matériaux végétaux qui ont tout un tas de codes, disons, programmés dans la matière également, qu'on va en fait retrouver comme des textures différentes. Donc le code d'un lin va être un code différent d'un chanvre ou d'une soie, et on le lit par la texture en fait qu'on va retrouver dans la matière. Donc là, c'était 3 tapisseries différentes, avec donc des chants qui sortaient de chaque tapisserie. Et pour cela, je collabore avec des compositeurs et des compagnies de chant choral. Donc là, c'était une compagnie qui s'appelle La Tempête, qui a fait une série de sons qui sortaient donc de la tapisserie. Et donc le spectateur en fait pouvait se balader dans l'exposition et découvrir en fait des chants différents qui en fait faisaient écho à l'origine en fait des plantes, puisqu'il y avait tout un tas de matières dans les tapisseries qui sont issues de plantes invasives, qui sont en fait des matériaux plantés sur le territoire français, ramenés souvent au 19e siècle, et qui peuvent aujourd'hui être également justement collectés et transformés en matériaux à tisser. Et c'est le cas d'ailleurs pour toutes plantes qui ont une longue tige. On peut transformer à peu près tout en matière à tisser, du moment qu'il y a une tige assez longue pour justement faire de la fibre résistante qui se tisse. Donc c'est vrai que ça ouvre un champ aussi d'exploration autour des matériaux à tisser qui est assez intéressant. Prochaine. Et en parallèle de ça aussi, j'ai développé avec la technologie. Donc si je m'intéresse à la matière qui parle et qui peut s'exprimer, s'il y a bien aussi une autre matière qui peut s'exprimer ou qui a un langage secret, c'est aussi le langage du corps, le langage des gestes. Donc je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas faire des vêtements qui permettraient à un danseur de déclencher des sons et des histoires différentes qui sortent de parties différentes du corps. Donc si on touche l'épaule du chanteur, un son va sortir. Si on touche sa hanche, un autre son va sortir. Donc l'idée qu'en fait le corps soit un instrument qui se joue au fur et à mesure de la performance et qui raconte une histoire un peu comme un docteur qui ausculte en fait des parties différentes du corps. Et aussi inspiré de toute cette tradition dans la recherche de l'épigénétique qui tend vers justement l'étude du code génétique comme un code en fait qui se lie et qui révèle toutes les histoires intergénérationnelles d'un corps et d'une famille. Prochaine. Et donc c'est en travaillant avec toutes ces techniques un peu entre donc l'artisanat, donc à la fois la broderie, le tissage et aussi les nouvelles technologies, sachant que je ne sais pas si c'est hyper cachère d'en parler, mais c'est en travaillant avec la Fondation Google Agriculture, ça a été vraiment un premier jet dans le monde de la technologie.
Mais il faut savoir que le développement technologique, c'est quelque chose qui coûte cher. Et du coup, il y a eu toute une mise en place en fait, d'un système de rémunération en vendant des œuvres pour en fait pouvant ensuite aussi faire des développements technologiques, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais tout ce monde de la recherche, il est très très lourd sur, voilà, sur les gens qui l'exercent. Et c'est vrai qu'il y a eu tout un système à mettre en place après cette résidence initiale pour en fait avoir une pratique à la fois de vente d'œuvres, de tapisseries, de pièces, pour financer après des prototypes, des nouveaux circuits, du travail avec un ingénieur. Ce sont des choses qui, voilà, qui sont un peu compliquées à mettre en place, mais une fois qu'elles sont mises en place, c'est assez intéressant. Et donc j'ai commencé à... Non, celui d'avant. J'ai atterri donc cette année en 2024 dans le contexte de la Villa Albertine au Media Lab du MIT, ce qui était vraiment un hasard parce que je me suis rendu compte en faisant une étude en 2022 sur les premières cartes mémoire en fait, tissées pour les missions spatiales dans les années 60, qu'elles étaient faites à la main par des artisanes textiles qui avaient été embauchées par les laboratoires de Boston pour justement en fait, apporter un soutien aux ordinateurs qui allaient piloter les missions Apollo. Et c'était très particulier parce qu'il y a une histoire en Nouvelle-Angleterre très forte dans le textile. Et il y a eu un déclin en fait, de l'industrie textile qui faisait qu'il y avait plein de tisserandes qui étaient disponibles et qui avaient été embauchées donc, par le MIT pour développer donc, ces nouvelles technologies. Et c'était un moment hyper intéressant où justement les artisans sont mis en fait, au service des technologies de pointe, ce qui n'est pas la première fois bien sûr, mais c'est un moment du coup assez fort et j'ai proposé donc au MIT une recherche justement autour de cette histoire pour imaginer une recherche contemporaine et un protocole de comment est-ce qu'en fait on fait collaborer aujourd'hui des artisans, des gens qui travaillent aussi la matière et avec leurs mains et comment on les met en lien avec des chercheurs qui font de la recherche fondamentale au Media Lab pour en fait imaginer des choses ensemble. Donc je me suis retrouvée in the belly of the beast, comme on dit en anglais, la prochaine. Et ça a été hyper intéressant, hyper difficile aussi, mais parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des différences culturelles qui sont énormes entre le monde de l'artisanat et le monde de la recherche, notamment dans la temporalité. Je sais pas, j'imagine que Tony en a peut-être parlé tout à l'heure, mais qu'il y a donc des approches qui sont totalement différentes puisqu'on travaille sur des temporalités dans la recherche qui sont de l'ordre de 5 à 7 ans, alors qu'en artisanat, on ne peut pas vraiment dire à un client « non mais on vous livre ça dans... » Enfin, sauf le Mobilier National. Et donc ça... Pardon, mauvaise blague. Et donc en fait, ça a vraiment ouvert... On va revenir. Ça a ouvert tout un monde en fait, de collaboration avec le Media Lab et ça s'est en fait tellement bien passé que à la fin de la résidence, ils m'ont proposé un poste de chercheuse affiliée au sein d'un groupe de recherche qui s'appelle Future Sketches au Media Lab parce qu'en fait, tous ces gens dans la recherche fondamentale, c'est extrêmement frustrant aussi de ne pas voir leur recherche mise en œuvre et aussi mise en beauté. Et souvent, le rêve des chercheurs du Media Lab, c'est d'avoir une sorte de finalité industrielle. Sauf qu'il y a un pas énorme entre la recherche fondamentale qu'ils font dans un laboratoire et le monde industriel. Donc souvent, en fait, l'artisan peut être cette espèce de entre-deux qui va montrer à l'industriel qui finance la recherche, notamment, qu'est-ce qui est possible avec ce qui est développé au sein des laboratoires. Donc voilà, je constate qu'il y a un énorme champ du possible dans le monde de la recherche avec les artisans. Merci beaucoup, Chloé. Ça fait... merci. Ça fait...
Ça fait une habile transition avec notre dernière intervention, avant les questions évidemment, avec Julien Benayoun qui justement fait le lien entre technologie, science et art pour concevoir les objets et les espaces innovants. Je vous laisse la parole. Merci. C'est pas facile de finir la table ronde, mais bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être ici parmi vous. Alors, je n'ai pas forcément des illustrations pour tous les projets dont je vais parler, et puis il y a pas mal d'idées qui me sont venues en vous écoutant. Alors déjà, pour un peu resituer, donc Bolt est une agence de design objets produits qui va bientôt fêter ses 15 ans. Donc on est 2 au sein de l'agence, William Boujon et moi-même. On m'a invité aujourd'hui pour parler notamment de la question de l'impression 3D, de la fabrication additive, mais je vais faire un petit historique. Dans le cadre de nos études, on n'a pas été amené à utiliser les imprimantes 3D. Et on a eu notre premier bureau en 2010 dans le 12e arrondissement de Paris. Et nous, on était sur le toit terrasse. Et au rez-de-chaussée, il y avait une jeune entreprise qui s'appelait Dude, une start-up qui développait des imprimantes 3D, des pots de fil. Au même moment, il y a un lieu qui s'appelle le Laboratoire à Paris, qui n'est plus à Paris, qui est plus qu'à Boston, qui avait été fondé par David Edwards, professeur à Harvard, et qui était un haut lieu d'expérience art-science. Moi, après mes études, je suis parti travailler chez Mathieu Lehanner, qui travaillait pour David Edwards du laboratoire. Et une fois que j'ai quitté le studio de Mathieu, il nous a demandé de travailler sur un projet avec un compositeur contemporain, Todd McCover, professeur au MIT Media Lab. Et on a qui travaillait sur un petit objet, un dispositif qui aidait à la méditation, donc qui était en parallèle de tout un travail comme ça de composition autour de la voix. Et il développait ce petit objet qui ressemblait un peu à un œuf, qui comportait des transducteurs et qui permettait de faire vibrer finalement ses mains et cet objet en même temps qu'on vocalisait. Donc on a travaillé, alors voilà, ça n'illustre pas du tout ça. On a travaillé, finalement c'est la première fois qu'on a travaillé avec l'impression 3D des pots de fil pour maqueter énormément ce petit objet qui avait plusieurs problématiques, l'assemblage de ces éléments, l'échelle de l'objet, son toucher, etc. Donc on a imprimé plein de maquettes qu'on a montré aux clients, qu'on a montré à une manufacture de porcelaine à Limoges, parce que finalement le matériau vers lequel on s'est dirigé pour avoir cet objet vibrant, c'est la porcelaine. Et c'est intéressant parce que du coup on a travaillé avec eux à partir de ces modélisations 3D. Donc dans un premier temps, assez basse définition, voilà, des pots de fil avec des pots de fil de 2000, donc 10, peut-être 12, je ne sais plus l'année. Et finalement, on a imprimé en 3D toujours, mais en haute définition, en résine, ce qui allait permettre de faire les moules en plâtre et ensuite de tirer la petite série de ces objets qui s'appelait l'orbe. Donc ça, c'était notre première approche avec l'impression 3D des pots de fil. Et avec notre casquette de designer produit, on a décidé de travailler avec cette jeune entreprise qui développait ces imprimantes 3D pour imaginer la nouvelle génération de leurs imprimantes 3D avec une identité plus marquée. Et au studio, on est de toute façon, nous, passionnés par les matériaux et les différentes manières manuelles, artisanales, industrielles, technologiques, techniques de transformer la matière. Donc on a co-conçu cette imprimante 3D qu'on a eu ensuite au bureau et on a commencé à s'amuser avec et à se poser des questions et à devenir un peu les bêta-testeurs de cet outil. Enfin de cet outil qu'on développait, il y avait déjà pas mal d'imprimantes 3D qui existaient, etc. Mais nous, c'était nos premiers pas avec. D'ailleurs, les Fab Labs voilà, qu'on côtoie beaucoup, qui sont nés au MIT. Donc tout ça se recoupe pas mal. On a eu cette machine, on s'est posé beaucoup de questions sur la question de la matière, sur la question des possibilités et des limites. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu de stratégie, nous, autour de ces questions-là. Tout s'est fait voilà, un peu au fil des rencontres, beaucoup de sérendipité. Qu'est-ce que je vais dire ? Donc,
Oui, par exemple, une des questions qu'on s'est posées, c'était est-ce qu'on peut imprimer et implanter un poil sur un objet, sur une forme, etc. Quelque chose qui est un défaut qu'on va essayer d'éviter avec ces techniques-là et finalement qu'on a cherché à maîtriser et à démultiplier pour que ça devienne vraiment l'identité d'une collection d'objets. Et de fil en aiguille, d'objet en objet, de collection en collection, on a eu un designer dromois qui est venu nous voir en nous disant, nous, on imprime, oui, ça, on imprimait du plastique, du PLA, on dit plastique biosourcé, et il y a des PLA qui imitent d'autres matériaux, typiquement la terre cuite. Donc on a commencé à imprimer avec ces matériaux imitation terre cuite, et un designer qui était dans la Drôme, qui travaillait avec un Fab Lab qui s'appelait le 8 Fab Lab, qui existe toujours, et qui a acheté une imprimante 3D qui fait plus de 2 mètres de haut, qui permet d'imprimer des pièces de 50 cm de diamètre sur 80 cm de haut, donc des pièces qui commencent à avoir une taille intéressante, en terre, alors ça peut être porcelaine, argile, grès. Peut-être qu'on peut... Alors ça va être un autre slide. Là, merci. Donc on a commencé, on est passé de la fausse terracotta à la vraie terracotta. Et comme je disais, tout s'est fait un peu progressivement. Et en développant ces réflexions autour de la fabrication additive, il y a d'autres créateurs. Donc là, on voit les mains à gauche d'Emmanuelle Roule, qui est une designer graphique et céramiste à Marseille maintenant, et qui nous dit est-ce que vous collaborez avec d'autres artisans, d'autres savoir-faire, d'autres créateurs. Donc, nous, on adore ça. Là, on est une toute petite équipe. Il y avait la question ce matin de est-ce qu'il faut grossir pour être en forme, etc. Est-ce que c'est bien? Nous, on a pris le choix pour l'instant de ne pas grossir, mais d'être toujours au sein d'équipes projets. Soit on vient nous chercher pour apporter une brique, soit on constitue des équipes en fonction des besoins et des complémentarités. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Emmanuelle ne travaille pas du tout le numérique, mais par contre, elle sait transformer la matière, transformer la terre de ses mains, beaucoup à la plaque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, le fruit de notre collaboration, ça a été quelque chose de très différent de ce qu'on faisait, nous, tout seul de notre côté, et ce qu'elle faisait, elle, de son côté. Donc il y a vraiment eu ce travail à 4 mains, entre numérique et puis quand même une connaissance de la matière. On travaille depuis quelques années la céramique, mais je ne me considère absolument pas céramiste. On a besoin d'artisans, on a besoin de gens qui connaissent la matière, qui connaissent les gestes, etc. Et ça apporte beaucoup. Et c'est parfois ce qui peut manquer aussi, en l'occurrence dans le Fab Lab et puis ailleurs. Donc on a mixé comme ça nos savoir-faire. Et ce qui est intéressant sur la dernière image, c'est que pas loin de chez moi maintenant, parce que je suis drômois d'adoption depuis 5 ans, et il y a une poterie, une fabrique historique qui s'appelle la poterie de Kliouskla, qui était EPV, et qui a accepté de collaborer aussi à ce projet-là, notamment à travers l'émaillage. Donc on va dire, elle nous a donné de la terre, et elle a aussi accepté, avec ses émaux traditionnels, de venir comme ça finir les pièces. Donc c'est intéressant parce qu'il y avait vraiment une collision comme ça du temps avec cette technologie qui reste quand même assez récente, et puis eux, leur savoir-faire ancestral. Alors là, on a fait un gros pas. Peut-être on peut une autre, la suivante peut-être. À peu près au même moment, il y a 2 designers textiles à base matière qui s'appellent Or Studio, qui sont basés à Tours et qui développent énormément de matériaux, alors que ça soit biosourcé ou à partir de chutes de production. Donc là, en l'occurrence, c'est une pièce expérimentale qui aurait pu être un vase, mais qui n'a pas de fond, je crois. Donc c'est un tube à base de coquilles de moules et d'algues, d'alginate. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a finalement un peu détourné la machine qu'on a utilisée précédemment, qui est vraiment conçue pour imprimer de la terre, et on lui a donné à manger ces coquilles de moules et ce liant à base d'algues, donc une espèce de charge poudre, et ce liant qui permettait d'être mou. Alors ça ressemblait à un espèce de gros chamallow quand cette pâte était travaillée, ce qui nous a posé pas mal de problèmes parce que on avait cette pâte très, très gonflée qu'il a fallu passer dans cette machine et qui n'avait pas du tout la même réaction que la terre, d'où les gros colombins un petit peu joufflus. Donc il y a une question d'adaptation, et finalement on va avoir... alors on parlait de gros mots, on a parlé de gros mots toute la journée, mais la question effectivement de l'impression 3D qui peut faire peur, à juste titre,
pour certaines choses et puis parfois à cause de certains préjugés. Mais il y a vraiment toujours, en tout cas dans la manière dont on la pratique, et d'ailleurs on est beaucoup plus fasciné par la question du colombin donc, voilà, que de la poudre par exemple qui va être une duplication de notre fichier. La manière dont on travaille la plupart du temps, c'est vraiment, il y a vraiment une traduction, quelque chose, enfin on ne va pas savoir du tout ce que ça va donner avant que l'objet soit en train de se produire. Donc il y a vraiment toute une dernière étape de comment la matière et l'outil vont interagir pour produire cette forme-là. Ce qui est intéressant, c'est que ces designers textiles qui n'avaient pas forcément cet outil non plus, cette brique numérique, sont venus nous voir pour qu'on puisse trouver d'autres manières, en dehors du moulage ou autre chose comme ça, pour mettre en forme leurs matériaux. Et pareil, c'est des choses intéressantes parce que nous, on n'a pas du tout ce savoir-faire-là de développement de matière. Et qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut la travailler. Donc, et ce que je disais, toujours la main, on est toujours collé à cette machine, c'est une espèce d'artisanat numérique où il n'y a pas du tout, on est loin du mythe de on fait un fichier, on appuie sur un bouton et puis la machine va finir le travail. Et je voulais, alors là c'est un petit peu le contre-exemple parce que là c'est un objet, enfin c'est presque une poupée russe, donc il y a 4 objets qui sont rassemblés. Là c'était le laboratoire Armin qui avait acheté des imprimantes 3D métal et qui cherchait à produire un démonstrateur, donc montrer les capacités de leurs 2 machines métal. Donc il y a impression 3D, fabrication additive et un peu de fraisage numérique. Et en l'occurrence, elle voulait montrer le potentiel de leur technologie dans le domaine du luxe pour aller, en l'occurrence, montrer tout ça au salon LuxPack, je pense, à Monaco. Mais voilà, là c'est le contre-exemple parce que typiquement, on est sur des poudres. Donc il y a une très grande proximité entre le fichier et ce que ça a imprimé, même s'il y a toujours des limites et il y a toujours des surprises. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? C'est tout peut-être? Ah oui, après, non. Alors c'était la première peut-être. La prochaine table ronde. Comment? C'est la prochaine table ronde après. Donc là, il faut revenir en arrière. Oui, c'est là. Et toujours avec RStudio. Donc on a commencé avec la coquille et finalement, vous parliez du cuir tout à l'heure. Ce qui est intéressant avec l'impression 3D, alors toute technologie est capable du pire comme du meilleur. On essaye de tirer profit de ce qu'on peut faire de manière plutôt vertueuse. On a travaillé avec une entreprise qui est en région parisienne qui s'appelle Xtree et qui imprime plutôt du béton, qui a été monté par des plutôt profils d'architectes. Et là, on essaye de réfléchir à des alternatives à des matériaux qui sont très gourmands en ressources en énergie, par des matériaux qui sont plutôt problématiques des rebuts dans un premier temps. Donc là, c'est une installation qui a été faite dans le cadre du programme Monde Nouveau. Et c'est une impression 3D de Laserstone, donc c'est une charge de poudre de cuir issue de rebuts de manufacture de maroquinerie, et après des charges minérales et puis des liants organiques, donc sans pétrole, etc. Comme la coquille de moule et l'algue, on est sur des procédés qui ne nécessitent pas de cuisson, donc on imprime, c'est mou, et ensuite ça va simplement sécher à l'air libre, et là on va être aussi dur que de la pierre, et assez résistant. Pour faire un pont avec ce qu'on disait ce matin, c'est une installation qui est restée dehors dans un cloître à Tours et qui sont complètement dépigmentées. Donc l'espèce de couleur un peu rosée, beige, complètement disparue au fil des semaines et des mois. Et c'est intéressant aussi de le voir, c'était un test pour nous de se rendre compte de la durabilité. Voilà, on est encore loin. Donc j'en parlais avec Guylaine quand on préparait la table ronde, mais on est encore loin d'une alternative au béton pour la construction, des choses comme ça. Déjà, on a été très très heureux d'avoir des moyens pour développer ce projet grâce à Monde Nouveau, et ça demanderait encore beaucoup plus de moyens pour en faire quelque chose de viable et courir un vrai impact et produire des vraies choses. Mais ce qui est intéressant, alors là, et sur ces projets-là, on a des ingénieurs matériaux, on a des informaticiens, on a des gens qui vont travailler les parcours d'outils, on a tout un tas de savoir-faire
très complémentaires qui s'agrègent autour de ça. Et après, peut-être un des derniers points, il y a la question de l'échelle et des territoires. Avec l'impression 3D, la fabrication additive, donc on va plutôt parler de techniques pour transformer la matière, mais la matière, quelle qu'elle soit aujourd'hui, on peut vraiment imprimer quasiment tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aller puiser la matière, soit dans des ressources plutôt renouvelables ou abondantes, ou alors des rebuts, et on va pouvoir toujours trouver un moyen finalement de la mettre en forme grâce à cette technologie, alors qu'avant c'était plus compliqué ou que les possibilités étaient moins larges. Merci beaucoup Julien, merci de ces précisions. Alors, comme la table ronde a été, d'abord elle n'est pas ronde mais elle a été un peu longue, on va tout de suite laisser la parole à la salle pour quelques questions avant une pause café. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui, on vous apporte un micro devant. Oui, une question pratico-pratique par rapport à l'intelligence artificielle. Tout à l'heure, vous avez dit qu'en tant que petite structure artisanale, on peut en profiter pour lui faire des tâches telles que administratives ou juridiques ou des textes, des choses comme ça. Mais dans la mesure où il y a cette marge d'erreur et que c'est pas, comme vous avez très bien défini, c'est pas la vérité, mais c'est plausible. Comment est-ce qu'on peut s'y fier, en fait, puisque nous-mêmes, on n'a pas les compétences de vérifier si, par exemple, la comptabilité a été bien faite. Voilà, comment est-ce qu'il faut jauger ça, quoi? Merci. Très bonne question, parce qu'on est tous en train de se poser la question de à quel endroit on intègre l'intelligence artificielle dans un processus de travail, qui soit créatif, qui soit prototypage, qui soit administratif, qui soit... si on prend l'exemple de l'administration, par exemple pour de la comptabilité, clairement, je m'appuierai sur l'intelligence artificielle qui est intégrée dans la plupart des logiciels de comptabilité aujourd'hui ou qui va l'être, pour pas juste soi-même avec ChatGPT ou Claude faire sa comptabilité. Donc l'intelligence artificielle, c'est un peu comme du fuel. Il y en a dans plein de produits. L'analogie n'est pas pour l'électricité. Décarboné. Il y en a dans plein de produits, on ne le voit pas toujours. Donc souvent, l'intelligence artificielle va rendre un service, par exemple, dans un logiciel de comptabilité qui est éventuellement invisible. Et ensuite, si on continue sur les tâches administratives, par exemple pour la réécriture de mails ou pour l'écriture d'un dossier de presse, ou pour... là, par contre, vous connaissez la matière. Vous êtes l'experte. Donc à partir du moment où vous promptez, vous regardez si le résultat vous plaît, vous l'ajustez, vous le modifiez, ou vous dites c'est n'importe quoi, on recommence. Je vais vous donner un exemple très concret. On a fait une demande il y a quelques jours de condenser un CV de 20 pages en une seule page. Je l'ai demandé à l'IA, qui me l'a sorti en une page. Évidemment, il y avait des erreurs. Et les 22 pages, je les ai survolées et j'ai contrôlé la page. Mais le travail a été fait en une demi-seconde. Si j'avais dû digérer 22 pages pour en tirer une synthèse dans une page, j'aurais mis une matinée. Alors évidemment, j'y ai mis moi-même, alors il y a peut-être des erreurs, l'intentionnalité de ce résumé, je savais quel était l'enjeu, et qui n'était pas très haut, très important. S'il y avait une marge d'erreur, c'est pas très grave. Mais voilà, donc c'est pour ça que ce que disait très bien Laurent tout à l'heure, c'est une machine qu'il faut contrôler. On ne peut pas lui faire confiance à 100%. Mais le gain de temps est gigantesque. Alors évidemment, vous n'allez pas créer quelque chose avec l'IA. On a toujours cette présentation de l'étude Bain au comité Colbert. Il y avait un designer qui dessinait un bijou qui avait l'air superbe et tout. Je lui ai dit d'accord, vous avez dessiné quelque chose d'à peu près cohérent, mais quelle est la connaissance de l'intelligence artificielle, de la résistance des matériaux, de la faisabilité? Elle dit j'en sais rien. Donc en fait, l'intelligence artificielle a sorti une forme, mais toute la connaissance métier, il ne l'avait pas du tout. Donc en fait, c'est comme disait tout à l'heure Laurent, c'est des prompts, c'est des esquisses qui peuvent permettre de gagner du temps, mais après, il y a l'intelligence humaine qui va constamment revenir. Et là aussi, on se laisse un peu trop berner par le mot intelligence, en français.
Le mot intelligence artificielle vient de l'anglais. Et en anglais, l'intelligence, c'est la capacité à cumuler de l'information, la CIA. L'intelligence en anglais, c'est la capacité à avoir de l'information condensée. C'est pas comme nous une accumulation de connaissances émotives, non, c'est autre chose. Donc il faut bien replacer, comme l'a fait Laurent, la mise en perspective du mot intelligence artificielle, c'est de l'algorithme ultra rapide, c'est pour ça que c'est quand même génial, mais ça ne reste que de la donnée pour l'instant, peut-être que ça ira plus loin, même certainement plus loin, mais pour l'instant c'est ça. Si je peux me permettre un petit ajout. En ce qui me concerne, je pense que l'intelligence artificielle générative est un énorme atout pour les métiers d'art. Pourquoi? Pas en amont, mais en aval de la production. Quand on est, comme l'activité que je vous ai décrite tout à l'heure, dédiée à des maisons de luxe, on a à combattre quelque chose, c'est l'invisibilité que les maisons nous imposent. C'est-à-dire qu'on n'est pas cité, on n'est pas au générique, comme quand vous êtes sur une création cinématographique, musicale ou quoi que ce soit. Du coup, une start-up, quand elle veut se développer, fût-elle métier d'art ou quoi que ce soit, elle a besoin de visibilité, elle a besoin de chiffre d'affaires. Elle n'a pas le premier quand elle travaille sur le luxe, donc il faut qu'elle se développe seulement. Le gros avantage de l'intelligence artificielle générative, c'est que vous pouvez, grâce à cet outil, fabriquer un visuel de quelque chose que vous avez créé, et alors donc en l'occurrence sur lequel vous connaissez les résistances de matériaux et ainsi de suite, et vous allez faire quelque chose qui va ressembler au produit que vous avez fabriqué, qui n'est pas effectivement celui-ci parce que vous n'avez pas le droit de le montrer, mais que par contre vous allez pouvoir utiliser le visuel d'à côté pour dire voilà ce qu'on pourrait aller faire. Et ça, c'est quelque chose auquel on n'avait pas accès il y a encore 3 ans, et même moi ça fait quelques mois que je l'utilise, ça va à une vitesse grand V, et je pense qu'en ça c'est quelque chose de majeur. D'un point de vue plus RH, on a quand même un vrai souci dans le transfert des savoir-faire sur les gens qui travaillent avec les mains. Et ce n'est pas simplement chez les artisans d'art comme nous, c'est aussi au sein des maisons. Elles ont du mal à recruter des jeunes et à former, ainsi de suite. Je pense que l'intelligence artificielle, via le canal que je viens de vous décrire, peut aider à redonner, à remettre en lumière ce genre de métier pour réussir à leur donner, à faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui aient envie d'aller là-bas pour valoriser ces métiers-là. Et je pense que tout le monde y gagnera, à la fois les maisons de luxe, pas simplement en les utilisant sur des opérations marketing et autres, mais aussi sur les problématiques qui sont liées au travail de la main. Bonjour, donc Grégoire Talon, je pilote le Conservatoire des gestes de métiers d'art et de fabrication. Et j'ai le plaisir de travailler avec Mines Paris Tech et avec de l'intelligence artificielle pour ce projet. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon ça nous amènera très très loin. Mais j'aimerais vous poser la question de la différenciation. Vous êtes tous très enthousiastes et je suis moi-même assez enthousiaste sur la question de l'intelligence artificielle. Mais quand on utilisera tous de l'intelligence artificielle, est-ce que ces machines qui sont un peu des moulins à pur et tiède ne risquent pas d'égaliser un peu le propos de tout le monde ? Comment est-ce que la différenciation va se produire à partir du moment où cette machine à faire la moyenne probable sera entre les mains de tout le monde ? Donc tout le monde va inonder les réseaux sociaux d'images qui seront à peu près de la même esthétique. Et finalement, on va revenir au point de départ. On aura fait un grand tour. Ceux qui auront su en profiter initialement auront pris de l'avance. Et les autres ? Alors, je commencerai à répondre. D'abord, l'absence de peur n'est pas un enthousiasme. Donc justement, face à un défi, il faut se le prendre comme une complexité. Mais là où tu as raison, et c'est là le point où tous, on est beaucoup plus fort que la moyenne, c'est que les métiers d'art reposent sur une histoire et sur une culture, sur une sensibilité. Et c'est là où il y aura une différence par rapport à une exécution d'intelligence artificielle médium. Donc pour répondre peut-être, et je laisserai les autres répondre, c'est que la différenciation, c'est nos pays de culture ancienne. On le voit bien avec Notre-Dame, une intelligence artificielle ne fera jamais la restauration de Notre-Dame. C'est justement grâce à cette capacité historique, à ce temps long, qu'on va être différenciant, qu'on va pouvoir continuer à faire entre guillemets, le vrai luxe, le luxe du temps, le luxe du savoir-faire, le luxe de la matière, et pas simplement le luxe, l'exécution dans le cadre de l'intelligence artificielle. Mais je laisse, et on peut en débattre, je laisse... Juste en 2 mots, c'est plutôt une inquiétude que je partage, la standardisation d'une esthétique. Mais j'ai l'impression que c'est déjà le cas depuis plusieurs décennies, en fait. Si on prend notamment les esthétiques sur Internet et les réseaux sociaux, quand on parle d'esthétique de masse, où tout le monde finalement se copie et s'imite, j'ai l'impression que c'est déjà le cas. Je pense que l'intelligence artificielle va éventuellement l'accentuer, mais ne va pas le faire différemment.
comme je le disais, l'intelligence artificielle, elle limite ce qu'elle connaît et ce qu'on lui a fourni. Sur la création elle-même, sur la capacité des gens qui sont des créateurs de s'approprier une technologie et de la rendre utile et ensuite de réinventer leurs pratiques, ça j'y crois complètement, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une évolution technologique majeure, elle est absorbée par l'art, que ce soit la photographie, la télévision. Enfin, à chaque fois qu'il y en a une, on se dit c'est la fin de tout, et puis à chaque fois finalement, comme espèce, on trouve une solution pour passer à une nouvelle étape ou pour l'intégrer et s'en détacher. J'avais déjà cité cet exemple, tu as bien raison de citer l'exemple de la photographie. Quand la photographie est née, on a dit ça y est, la peinture est morte, parce que les modèles, qui étaient les modèles académiques, se faisaient sur une pose d'un être humain, genre un homme nu, et on l'imitait, et on s'est dit, la naissance de la photographie va détruire la peinture. En même temps qu'on fait naître la photographie qui prend le modèle, apparaît l'impressionnisme. Donc en fait, il va apparaître, c'est sûr, et apparaît déjà, puisque vous êtes là, puisque les métiers d'art apparaissent, la matérialité versus la virtualité vont faire naître d'autres formes de médiation. Donc il ne faut pas avoir peur des ruptures, au contraire, elles vont être génératrices de nouvelles formes, de nouvelles pratiques. Et alors là, moi, c'est mon pari, c'est mon combat, c'est dans la matérialité ou réalité versus virtualité que apparaissent les nouvelles formes, le nouvel art. Personne qui voulait réagir ? Non. Moi, il y a juste une chose que je voulais dire, c'est que c'est vrai que ces technologies dont on peut avoir peur, pour moi, elles sont le moment, finalement, le design, c'est le beau pour le plus grand nombre. Et quelque part, je trouve qu'il y a à militer aussi pour cette diffusion des métiers d'art qui, grâce par exemple à l'impression 3D, etc., peuvent tout d'un coup avoir de nouveaux circuits et de création et surtout de diffusion du beau pour le plus grand nombre. Parce que c'est vrai que le luxe, on en parle en mode, bien sûr, c'est pour évidemment ceux qui auront les moyens de ce luxe. On a la chance de pouvoir travailler là, mais il y a aussi une forme de militantisme, je dirais, aussi pour une création actuelle, réservée aussi dans sa diffusion pour une nouvelle culture du beau, quoi, pour tout le monde. Pour une nouvelle culture, le beau pour tout le monde. C'est quand même la genèse. Moi, je suis de la génération des designers, c'est ce qu'on nous enseignait. C'est le beau et l'utile pour tout le monde. Une dernière question avant la pause, s'il y en a une. Bon, je crois que tout le monde a envie de café, on va dire ça comme ça. Donc on se retrouve dans 15 minutes. À tout de suite.